Alors salut à tout le monde, aujourd'hui je fais un FAQ, vous savez que j'aime bien faire ça, répondre directement à vos questions via un podcast. Donc en général je fais ça le lundi, alors il se peut que je fasse ça tous les lundis ou simplement un lundi sur deux en fonction de vos questions. Et là c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais plus fait, et il y a pas mal de questions qui se sont tassées. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de tout, hein. Vous savez quand vous me posez des questions, on part dans plusieurs sujets. On va parler un petit peu de drop, de flux tendu, de TVA, de design de site, etc. Et on va attaquer directement avec un commentaire de Alex Univers. Alors Alex Univers m'a laissé un commentaire sur la vidéo mieux que le dropshipping. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui explique les avantages du flux tendu. Si vous ne savez pas ce que c'est et que vous êtes intéressé par le dropshipping et le flux tendu, en gros, j'explique que le flux tendu, c'est vous commandez à votre fournisseur du matériel. Une fois que vous avez reçu le matériel, vous l'expédiez directement à votre client. Alors que le flux tendu, bien sûr, on connaît tous, c'est le fournisseur qui expédie directement à ses clients. Alors pourquoi moi j'utilise cette fonction-là? C'est parce que déjà, moi quand j'ai démarré il y a une dizaine d'années, le dropshipping n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, le dropshipping, on dirait que tous les fournisseurs le font, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et aussi, il n'existait pas AliExpress, etc., etc., etc. Mais bon, même que l'on soit en 2018, moi, je préconise toujours le flux tendu, parce qu'avec le flux tendu, vous pouvez travailler avec plusieurs fournisseurs et des vrais fournisseurs. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec le dropshipping, vous ne travaillez pas avec des fournisseurs pros, mais le dropshipping, on vend du kitsch, quoi. Moi, à chaque fois que je vois un site, alors peut-être que c'est l'expérience que j'ai ou quoi, ou peut-être je me ressasse, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, mais moi je le vois de suite si les produits sont viennent du dropshipping, quoi. Et ça crève les yeux en fait. On voit que le matos il est kitsch, on voit que les photos sont pas kitsch, mais sont trop mis en situation d'une manière un peu non professionnelle, ou peut-être que les Chinois ont une façon de prendre des photos qui font que moi je le vois directement quand ça devient un petit peu kitsch. Et du coup, bon, ben voilà, j'ai l'impression qu'on ne vend pas du matos pro. En travaillant en flux tendu, en fait, vous pouvez travailler avec des marques, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de... J'improvise en même temps que je vous parle, hein, mais on va prendre l'exemple des vêtements pour sport. Imaginez, vous allez faire du dropshipping en vêtements pour sport. Vous allez avoir des vêtements sans marque, rien. Alors que si vous travaillez avec un fournisseur comme Adidas, Nike, bon, c'est compliqué de travailler en flux tendu avec Adidas et Nike, mais c'est pour l'exemple. Alors que donc on reprend, donc si on travaille avec Adidas et Nike, les gens vont se sentir réconfortés, vont voir que c'est des marques connues, et vous n'aurez pas le même impact en termes de vente que le site qui vend des articles en dropshipping, alors des articles de sport en dropshipping. Alors j'ai pris une caricature là pour que vous compreniez bien. Donc voilà l'histoire. Donc j'ai toujours pas posé la question d'Alex Univers qui me dit donc: si nos fournisseurs sont en Chine, donc délai de livraison plus long. Le flux tendu me semble difficile au niveau des délais de livraison qui sont, dans ce cas, trop longues. Pour rappel, le délai moyen de Chine est d'une vingtaine de jours. Merci pour ton retour. Alors moi, dans cette vidéo, ce que j'explique, c'est comment travailler avec des fournisseurs européens, d'abord dans un premier temps français et dans un second temps européen. Donc, il est évident qu'on ne peut pas travailler en flux tendu avec les Chinois. Là, ça sera de l'achat de stock, c'est plus du flux tendu. Le flux tendu, c'est vraiment, en fait, vous mettez en ligne le catalogue d'un fournisseur français ou européen, proche de chez vous. Vous mettez tous ces produits. Et une fois que vous avez vendu le matos à un client, vous allez commander ce produit en espérant que, pour faire simple, on va dire que vous cumulez les commandes. Nous, ce qu'on faisait au début et ce qu'on fait encore, c'est qu'on attendait 3 jours. On cumulait 3 jours de commande. Une fois qu'on avait plusieurs produits de ce même fournisseur, on passait la commande et derrière on expédiait au client. Alors ça prenait une semaine, hein, quasiment une semaine pour expédier au client, mais ça nous a permis de proposer un large choix de produits aux clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup la mode des mini-sites, des mini-niches. On en est presque à des monoproduits, vous savez, un produit détaillé en différentes couleurs. Bon bref, la mode c'est ça. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez impacter vos clients, si vous voulez que vos clients reviennent, qu'ils soient fidélisés, il faut leur proposer un large choix. Et comment proposer un large choix de produits quand on démarre? C'est de piocher dans plusieurs fournisseurs et de proposer leur catalogue entier, et ainsi
travailler en flux tendu. Alors moi je pense, et je reste persuadé, et d'ailleurs j'en suis le propre exemple, c'est que je pense qu'il vaut mieux avoir des délais un petit peu plus longs, mais avoir beaucoup de choix de produits, plutôt que de proposer des délais courts avec 2-3 produits. Déjà en termes de SEO, ça va être hyper compliqué à se placer. En termes de conversion, le client il va arriver, il va avoir un produit, ouais ok, ça va pas être la folie. Alors c'est la mode parce qu'avec Facebook on peut pousser un produit en particulier, faire du contenu autour de ce produit, etc. et de le vendre comme ça en style en achat coup de cœur. Alors oui, ça peut marcher pour des petits gadgets, mais après ça dépend ce que vous visez. Moi, vous savez que moi je préconise la création de sites e-commerce, mais de vision, de façon pérenne, quoi. Je ne cherche pas à créer un site qui va durer un mois ou deux sur une tendance, qui va surfer sur une tendance. Moi voilà, moi ce que je vis c'est le long terme. Donc pour moi, pour faire du long terme et pour créer de la valeur, ben, il faut un large choix de produits, il faut des fournisseurs français dans un premier temps, ce sera plus simple pour vous, et après vous les élargissez au format européen. Et après, oui, bien sûr, quand vous aurez des volumes et quand vous aurez vraiment des volumes et quand vous aurez acquis de l'expérience, pourquoi pas aller chercher les Chinois avec du matos qui fabriquent eux, et pourquoi pas brander ce matos à votre logo. Ça, pourquoi pas, mais ça, c'est une étape qui vient après. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont hyper spécialisés dans ça, et je ne suis pas contre quand je dis qu'ils sont hyper spécialisés dans ça, c'est-à-dire que eux, leur truc, c'est de créer des produits, de mettre leur logo dessus et de vendre leurs produits. Alors, je suis pas contre cette méthode, mais pour moi, comme je le dis, cette méthode est éphémère, et surtout, cette méthode est faite pour des gens qui aiment créer et fabriquer des produits. Moi, je m'estime être un revendeur. Imaginez-vous un revendeur, un magasin. Vous êtes dans un magasin, vous vendez des bibelots, vous n'allez pas... Peut-être que je me trompe, mais je vois pas trop de magasins qui créent leurs propres produits et qui brandent leurs produits au nom de leur magasin. Un magasin est là pour acheter, bien acheter et revendre à des clients. Voilà, et si je prends l'exemple d'un magasin de fringues, ben voilà, c'est très rare les magasins de fringues qui ont leur propre marque, quoi. Bien sûr que ça existe dans les grandes chaînes, mais moi je vous parle de petits magasins, voilà, vous m'avez compris. Bon, voilà. Donc, pour répondre à la question d'Alex, donc oui, bien sûr, surtout pas travailler en flux tendu avec les Chinois, là, carrément, là, on est, c'est plus des délais que tu vas avoir, c'est plus des délais longs, ça va être impossible à réaliser. Donc non, effectivement, je te conseille pas de travailler avec les Chinois pour le flux tendu. Maintenant, si tu veux travailler avec les Chinois, ben, il faut que tu fasses du stock, tout simplement. Allez, ok pour ça. Donc on enchaîne avec une autre question. Alors, c'est toujours Alex, tiens. Ben, Alex, il m'a posé 2 questions. Je vais te répondre rapidement. Et WooCommerce, c'est bien. Alors, WooCommerce, oui, j'en ai parlé plusieurs fois. WooCommerce, c'est pas mal. C'est un plugin qui s'adapte à WordPress, pardon. WordPress qui est spécialisé dans le blog. Donc, oui, c'est pas mal. Si vous avez quelques petits produits et que vous maîtrisez bien WordPress, pourquoi pas utiliser WooCommerce. Après, si vous voulez avoir, comme je préconise, comme je vous l'ai préconisé précédemment, si vous avez un large choix de produits, des catalogues, plusieurs fournisseurs, vaut mieux utiliser une solution faite pour ça, et PrestaShop va très bien, Magento c'est encore un cran au-dessus. Et puis voilà, ouais, je vous conseille un Presta et un Magento plutôt qu'un WooCommerce, et Shopify, bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas remettre une couche. Alors, on change complètement d'univers, on va parler de photos. Donc là on a PZ Chardig qui me pose un commentaire aussi sur une vidéo. Bonjour, je trouve votre chaîne très intéressante. Je me lance dans le e-commerce et le tissage de tapis. Ok, toute dimension. La prise de vue de photos est quelque peu difficile. Pourriez-vous me conseiller? Alors oui, j'imagine que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en général les tapis sont larges. Alors moi ce que je vous conseille déjà c'est de prendre une échelle déjà. Imaginez-vous, vous mettez au lieu de... Attendez, excusez-moi, parce que je réfléchis en même temps que je lis la question. Au lieu de mettre à plat un grand produit contre un mur, vaut mieux le mettre au sol et vous relevez vous. Donc vous prenez une sorte d'échelle et vous mettez au-dessus. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez un étage quelque part, vous pouvez vous mettre style une sorte de mezzanine ou quoi, vous pouvez prendre la photo directement depuis la mezzanine. Après, pour ce qui est des angles, vous savez, suivant l'angle qu'on prend, on va avoir une déformation de la géométrie, ou je sais pas comment on peut dire. Enfin, les angles droits, ils seront pas droits, donc il faudra retoucher ça sur Photoshop, et Photoshop le fait très bien. Il y a une petite fonction qui rattrape les trapèzes.
Donc voilà, moi ce que je vous conseille, vous surélevez et de les prendre à plat. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est les grands angles. Les grands angles vous permettent de prendre très large. Voilà. Après, j'ai pas d'autres solutions magiques, non, non. Je vous conseille pas de prendre plusieurs petites photos pour les remonter sur Photoshop, vous allez galérer, vous allez perdre en qualité, ça va être trop compliqué à gérer. Oui, vraiment, vous mettre en hauteur. Et si vous n'arrivez pas à vous mettre en hauteur, ben peut-être avec une perche à selfie, je sais pas avec quoi vous prenez les photos, si c'est avec un réflexe ou si c'est avec un téléphone portable. Si c'est avec un téléphone portable, on pourrait envisager de prendre une perche à selfie et la mettre en hauteur, quoi. Avec une sorte de télécommande. Voilà. Donc ça c'était pour la vidéo de photos rapides. J'ai créé une vidéo et d'ailleurs j'ai même créé une formation gratuite dans l'espace membre qui explique comment prendre des photos rapides avec votre iPhone, votre téléphone, pardon. Moi c'est ce que je fais pour des photos de détail et ça marche très bien. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir tout ça. Alors, on change de question, on va partir dans la logistique. Alors, de Dalila Samson. Alors, j'aime pas faire des colis, je perds du temps au lieu de trouver des nouveaux produits. Que penses-tu d'externaliser le stock à un logisticien? Il y en a plein sur le web qui proposent ça, je trouve ça plus intéressant que de prendre un entrepôt et un employé. Alors oui, bien sûr Dalila, on peut utiliser des logisticiens, pardon je vais la refaire parce que j'ai un peu ripé, des logisticiens qui gèrent vos expéditions, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un logisticien, ça coûte de l'argent. Le logisticien, il va vous prendre de l'argent au niveau du stockage. Dans un premier temps, pour faire simple, le logisticien il va prendre un coût à chaque expédition de colis. Alors, il y en a certains qui sont hyper détaillés en fonction de l'emballage que vous mettez, etc. Mais bon, on va dire un coût fixe de 8 euros. Alors, dans les 8 euros, c'est un exemple, hein, je ne suis pas en train de vous dire combien ça coûte exactement, mais c'est un exemple. Dans les 8 euros, il y aura la personne qui va expédier le colis. Il va y avoir le calage dans l'emballage, il va y avoir l'emballage. Et suivant l'emballage que vous voulez, ce sera un petit peu plus cher ou moins cher. Il y aura aussi les frais d'expédition en fonction de la Poste ou de Mondial Relais ou de Chronopost. J'ai oublié personne. Oui, j'ai dû en oublier quelques-uns, mais bon, vous m'avez compris. En fait, c'est ça. Et l'avantage d'un logisticien, c'est qu'il vous permet d'avoir des prix quand même sur des cartons, des prix sur les livraisons, parce que vu qu'ils font du volume, vous pouvez avoir des prix plus sympas que si vous passez vous en direct. Mais à tout ça, il faut aussi rajouter une superficie de stockage. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de matos, ils vont vous facturer ça au mètre carré. Alors je crois que c'est un mètre carré en hauteur ou un mètre carré au sol, ça dépend le logisticien. Mais bon, ils ont tous des tarifications différentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, réellement, vous ne savez pas combien ça va vous coûter. Au final, ça sera un petit peu la surprise à la fin du mois et ça sera à vous de calculer tout ça. Alors, avant de passer le cap, vous pouvez leur demander qu'ils vous fassent un devis, une estimation. Après, eux, ils s'engagent à peu près sur l'estimation et si vraiment ça déborde, vous pouvez leur dire hey, Bibi, tu as vu là, on était parti sur 2000 euros par mois, on est passé à 5000, ça peut pas le faire. Voilà. Donc, oui, c'est une bonne idée, Dalila. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu démarres, les moindres petits sous que tu gagnes toi, c'est quand même intéressant que tu te les gardes. Parce que là, tu vas faire bosser un logisticien. Le but du logisticien, c'est gagner de l'argent. Hein. Il est comme toi, hein. Il se lève le matin, c'est pas pour te faire plaisir. Donc lui, ce qu'il veut, c'est gagner aussi de l'argent. Donc obligatoirement, il va marger sur tes expéditions. Cette marge, si tu es assez maline, tu devrais arriver à la garder pour toi. Parce que toi, tu vas louer un entrepôt, mais qui sera moins cher que l'entrepôt qui va te refacturer. La main d'œuvre, si c'est toi, du coup, tu vas pouvoir garder l'argent pour toi, etc., etc. Donc moi, quand on démarre, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un logisticien, à moins que tu sois vraiment très forte et que tu connaisses ton marché et que tu sais que tu vas faire beaucoup d'argent. Pour t'expliquer, je vais développer. Imagine-toi, tu sais que tu vas générer 500 000 euros dès la première année et que tu n'as pas envie de faire les colis et que toi, ton job, c'est vraiment de te concentrer sur le catalogue et sur les ventes. Pourquoi pas? Si vraiment tu es sûr de toi, pourquoi pas? Maintenant, quand tu démarres, les moindres petits centimes sont intéressants à garder pour toi. Voilà. De une, pour te payer, certainement, ou de deux, pour réinvestir dans ton stock, ou peut-être dans ton site internet, etc., etc. Donc après, c'est un choix. Moi, je sais que j'ai commencé par expédier mes colis moi-même. On était avec mon associé, on a fait ça au démarrage.
Et après, en grossissant, chaque année, on se repose la même question, est-ce qu'on prend un logisticien ou pas? Et on prend notre calculette, on calcule, et on se rend compte que ça coûte moins cher d'avoir notre propre employé, d'avoir notre entrepôt. Alors oui, il y a des contraintes, oui, c'est sûr, il y a des contraintes, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux méthodes. Mais bon, moi j'aime bien, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo sur qui suis-je, mais bon, j'aime bien avoir mon stock à proximité. J'aime bien quand un client nous pose la question, aller chercher le produit, regarder, le décortiquer, prendre des photos, répondre aux clients, voir l'état du stock en réel. S'il y a des produits qui traînent depuis pas mal de temps, qui ont pris de la poussière, ben, on va faire une petite promo pour les bazarder. Ou peut-être que quand on voit qu'il y a un produit qui tourne souvent, qu'on n'arrive pas à tenir, ben, on va peut-être mettre un petit peu plus de place pour stocker, etc. Après, c'est un petit jeu. J'arrive pas à me projeter avec un stock qui n'est pas à côté de moi. Voilà. Certainement parce que j'ai attaqué avec le stock proche de moi et j'ai eu ce ressenti de stock, de volume, de ce qui partait et ce qui restait. Donc peut-être que maintenant je suis bloqué avec ça et je n'arrive pas à faire autrement. Après, je connais des personnes autour de moi qui travaillent qu'avec des logisticiens et ça marche très bien. Mais bon, après c'est une histoire de tempérament, je pense. Voilà. Voilà Dalila, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, une autre question. Alors, une question sur une FAQ. Alors, sur une vidéo de FAQ, j'ai eu un commentaire. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? C'est Cyril H qui me demande. Bonjour Serge, je songe sérieusement à créer ma micro-entreprise et découvre vos vidéos avec intérêt. Afin d'étudier les questions de marge et de tarifs, j'ai besoin de consulter des prix grossistes fournisseurs. Or, ces prix ne sont accessibles sur leur site qu'à partir du moment que vous avez créé un compte pro chez eux, bien évidemment, nécessitant un numéro de sirène. Oui. À cette fin, il semble que je doive d'emblée me déclarer au CFE. Cela signifie-t-il qu'il me faudrait également déclarer régulièrement 0 € de revenus le temps de démarche de mon activité? Quel conseil pour une personne qui n'a pas encore sa micro-entreprise mais qui souhaite avoir des accès au prix? Bon, après, ok Cyril. Bon, alors moi je vais te faire une réponse simple. Imagine-toi, tu es fournisseur, tu dois embaucher une secrétaire, on est des entrepreneurs, hein, donc on se comprend. Tu vas embaucher une secrétaire pour répondre à l'administratif. Et imagine-toi que cette secrétaire, elle répond à des demandes toute la journée de personnes de curieux. Voilà, elle va répondre à des curieux. Alors ça coûte combien? Mais vous êtes professionnel, vous êtes particulier? Ah non, mais je vais être professionnel, mais pour l'instant je sais pas, etc., etc. Et en fait, il faut savoir que énormément de grossistes ont des questions comme ça quasiment tous les jours. Donc il faut se mettre à leur place et comprendre qu'ils n'ont pas le temps de répondre à tout le monde à ce style de questions. Donc le minimum qu'ils demandent, c'est déjà que vous ayez une entreprise de créer. Je sais que c'est pas sympa, mais c'est comme ça. Donc alors la solution c'est quoi? Alors soit tu es un bon tchatcheur et au lieu de passer par le mail, tu essayes d'avoir l'assistante, la secrétaire qui filtre un petit peu les appels et tu lui expliques ta situation et tu essaies de bien te vendre et peut-être que si tu es bon, elle va te donner l'accès à tout ça. La deuxième solution, c'est peut-être que tu connais des entrepreneurs autour de toi. Moi j'ai déjà rendu service comme ça à créer des comptes pro pour des potes pour qu'ils aient accès à des prix. Donc voilà, si tu as un entrepreneur à côté de toi et qui est à peu près dans la même thématique ou pas, tu peux lui demander de créer un compte pro chez cette personne, ou carrément s'il peut te prêter son sirène ou son sirette. Bon, en fait, c'est pas. Voilà. Tu as cette solution-là. Ou alors, tu as l'autre solution, j'allais être vulgaire, mais je ne vais pas l'être, qui est d'être courageux. Enfin te lancer, de passer le cap. Tu sais, quand tu as en tête de créer un site e-commerce, une entreprise, tu as en tête de passer le cap. Et qu'est-ce qui te ferait passer le cap à ton avis? C'est des petits pas. Et peut-être que le premier petit pas, c'est de créer ton auto-entrepreneur, lapsus, parce que moi j'ai démarré avec une micro, mais de te créer un auto-entrepreneur sur internet. Ça te prend un quart d'heure pour créer ça, et là tu as une boîte et tu commences à te dire, ah, j'ai fait un petit pas quand même, ouais. Peut-être que tu vas trinquer, tu vas ouvrir une bouteille de champagne ou tu vas boire un coup et tu auras fait ce petit pas, et ce petit truc va peut-être te donner l'envie d'aller encore plus loin, te dépasser et chercher les bons fournisseurs, chercher ta bonne thématique, chercher tout ça quoi.
Donc voilà, j'ai 3 solutions à te proposer. C'est ce qui m'est venu comme ça. Et je pense que moi, je préconiserais la 3e solution. Voilà. Pourquoi? Parce que il arrive un moment où il faut que tu y ailles, quoi. Moi, toutes mes sociétés que j'ai créées, j'ai fait des semi-études de marché, mais quand j'ai pris la décision, j'ai toujours attaqué par la création du statut. Voilà. Et surtout que maintenant, la création de statut en auto-entrepreneur, ça prend un quart d'heure, et si vraiment ça marche pas, pour la fermer, ça doit te prendre une demi-heure. Et encore même pas, je crois que c'est un quart d'heure. C'est hyper rapide. Et comme tu dis, voilà, est-ce que je suis obligé de déclarer régulièrement 0 € de revenus? Ben oui, si tu n'as rien fait, que tu n'as pas gagné d'argent, ben déclare 0, oui, c'est pas grave, c'est un courrier, c'est même pas, je crois que c'est en ligne maintenant, non? Je sais même plus. Attention quand même si tu as droit à l'ACRE, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, renseigne-toi, mais si tu as droit à l'ACRE, ça dure un certain temps l'ACRE. Je crois que la première année tu attends, la deuxième année c'est dégressif, etc. Donc si tu comptes ouvrir ta boîte dans un an et que tu crées l'auto-entrepreneur maintenant, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, il arrive un moment où il faudra quand même faire des choix et avancer. Voilà Cyril. Alors, autre question de Stéphane Simonin. Bonjour Serge, je suis impatient d'écouter tes vidéos. Je te félicite. Il y a encore 2 semaines, j'avais occulté le e-commerce. Les sujets sont vastes, mais trouver les fournisseurs est une question préalable à laquelle je souhaite des réponses pour savoir où je mets les pieds, etc. etc. Ok. Donc en fait, j'ai l'impression que tu es au premier stade, à savoir le choix de thématique et le choix de fournisseur. Bah écoute Stéphane, moi je te renvoie à la formation que j'ai créée qui s'appelle la Moulinette à idées, qui va te permettre de trouver une thématique, de savoir pourquoi cette thématique-là. Et après, il y a d'autres formations dans l'espace membre qui expliquent comment trouver ses fournisseurs. Formation gratuite dans l'espace membre. Donc voilà, trouve ton produit, cherche tes fournisseurs et après ça va aller tout seul. Et je te renvoie aussi à la réponse que je viens de faire à Cyril. Si vraiment tu es décidé, ben, ouvre un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir avoir accès au prix. Alors, autre question, combien de temps faut-il... c'est un commentaire qui est sur la vidéo, combien de temps faut-il passer sur son site e-commerce? Alors, j'ai un commentaire de Sébastien Nagy qui me dit: je viens de découvrir votre chaîne, je suis super content de tomber en fait sur quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ah ben voilà, enfin quelqu'un qui est sensé et qui me reconnaît enfin mes valeurs. Je plaisante. Je travaille sur mon projet d'entreprise depuis maintenant 1 mois et vous faites partie. Il me fait des louanges, mais bon, je vais éviter de les lire à haute voix parce que ça fait un peu narcissique. Alors, je continue à vous suivre, ok. Et je suis complètement d'accord de vouloir devenir le patron. Ah oui, voilà, parce que c'est pas une question en fait, c'est un commentaire, mais je savais qu'il y avait un truc, voilà. La fin est intéressante et je suis complètement d'accord. Vouloir devenir patron mais travailler le moins possible, c'est comme devenir football pro sans entraînement. Et oui Sébastien, c'est exactement ça. Dernièrement j'ai vu une vidéo de Ronaldo qui expliquait qu'il avait été arraché à ses parents très jeune pour aller dans un centre de formation, et il expliquait qu'il pleurait tous les soirs en fait, quasiment tous les soirs, que sa famille lui manquait et que c'était horrible, mais qu'il fallait qu'il passe par là, une sorte de sacrifice de vie pour en arriver où il en est. Et bon, maintenant, voilà, on sait le champion qu'il est, et voilà, on se doute que s'il était resté à côté dans le cocon familial, ben, il ne serait pas venu où il en est maintenant. Mais enfin, c'est pas tout à fait ce que je veux vous expliquer, mais voilà, on a quand même un bon exemple. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, en fait, c'est la mode. On a eu la mode de la semaine des 4 heures, où tout le monde nous vendait la semaine des 4 heures, comme quoi c'était idéal. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu ma période, et je le suis encore un peu. Je pense que, on va dire que la semaine des 4 heures, c'est un livre qu'il faut lire absolument. Mais il faut lire ce livre, pas au second degré, mais faut comprendre le concept de la semaine des 4 heures. Pour moi, quand j'ai lu la semaine des 4 heures, je n'avais pas en tête de travailler que 2 heures par jour et devenir millionnaire. Par contre, il y a tellement de petits secrets, de petits trucs qui vont te faire avoir des déclics dans ta tête que tu te dis, en fait, le mec, il est pas con, quoi. Entre autres, l'automatisation, la sous-traitance, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que la mode a été
à se dire oui, oui, on peut travailler 2 heures par jour et gagner des millions. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une autre mode qui se fait sur YouTube, c'est des mecs qui t'expliquent ouais, mais maintenant il faut quand même bosser, il faut arrêter de croire ce qu'on vous dit. Ben oui, bien évidemment qu'il faut bosser. Moi, j'ai bossé comme un dingue pendant des années. Aujourd'hui, je relâche un petit peu le pied. Et comment dire, je relâche un petit peu le pied, mais bon, je bosse toujours. Hein. Moi, je suis un passionné du travail. Moi ma liberté actuelle, c'est de pouvoir gérer mes horaires et pouvoir faire un petit peu de sport quand j'ai envie, à l'heure que j'ai envie. Mais sinon, je suis toujours un bosseur. Moi, alors, ouais, je suis pas un lève-tôt par contre. Hein. Ouais, c'est vrai que ça. Je suis pas un lève-tôt, mais ouais, je bosse le soir. Ouais, devant la télé, moi, je suis plutôt en mode travail. Je réponds à vos emails. Je crée de nouveaux concepts et je travaille tout le temps en fait. Et même le week-end, quand je fais des trucs de repos, j'ai toujours en fond ma boîte quoi. Et des fois, je vois des trucs, je me dis putain, mais ça, je pourrais l'adapter. Même là, depuis que je crée du contenu avec la chaîne YouTube, j'ai plein. Alors, des fois, je me dis arrête, mais j'ai plein d'idées en permanence avec n'importe quel exemple. Je me dis ah ouais, ça, je peux faire une vidéo pour en inspirer quelques-uns qui sont en galère à ce niveau-là, etc. etc. Donc oui, exactement. Ouais. Si tu veux être patron et réussir, il va falloir que tu te lèves les doigts du... Tu as bien compris la suite, il faut travailler, ouais. Faut travailler. Mais après, tu peux travailler en étant intelligent et en utilisant un petit peu les secrets du livre de la semaine des 4 heures qui est d'automatiser. Moi, je sais que là, l'année dernière, d'ailleurs, il faut que je refasse une vidéo de compte rendu. Là, je vais la faire. Là, j'ai bientôt fini mon année et je vais vous faire le compte rendu de l'année. Mais oui, toute l'année, en fait, j'ai bossé à trouver des prestataires pour justement automatiser la chose. Mais c'est pas parce que moi j'automatise des tâches que je ne m'en donne pas d'autres par la suite. Une fois que la tâche est automatisée, que je ne la fais plus, je me donne de nouvelles tâches. Voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la semaine des 4 heures. Donc il n'y a pas que du mauvais dans la semaine des 4 heures. Mais oui, bon, dans tous les cas, il faut bosser. Alors, prochaine question de comptabilité. Alors, question de Charlène. Charlène, j'ai déjà répondu à quelques questions de ta part, mais celle-là, elle est intéressante pour les abonnés, je pense, et je vais y répondre. Alors, je reviens vers vous car j'ai une question concernant la TVA. J'ai le statut d'auto-entrepreneur et ne fais pour le moment aucun chiffre d'affaires. Bon. Est-ce que je dois mentionner mes prix hors taxe à mes clients ou TTC, donc avec la TVA? Alors en fait sur ton site e-commerce, je te conseille de ne pas mettre hors taxe ou TTC, tu ne mets rien du tout, tu affiches ton prix. Le prix final que le client va payer. Donc si tu dois vendre, admettons, je ne sais pas dans quelle thématique tu es, mais on va dire que voilà, là j'ai des lunettes devant moi, admettons tu vends des lunettes à 99 €, tu vas pas dire c'est du 99 € hors taxe et tu récupères pas la TVA. Non, tu dirais, tu les affiches à 99 €, c'est le prix que le client payera. Maintenant, si le client a besoin d'une facture, il faudra qu'à l'intérieur de cette facture, tu mentionnes, alors j'ai pas le terme exact, mais je veux pas, je suis pas comptable, mais je sais ce qu'il faut mettre. Il faut mettre TVA non applicable, article, je sais plus lequel, je te laisse regarder sur internet. En fait, il faut que tu aies une mention qui explique au client que c'est du hors taxe en fait. Il peut pas récupérer la TVA. Du moment qu'il peut pas récupérer la TVA, c'est du hors taxe. En fait, c'est tout simple, faut pas que tu te prennes la tête. Un auto-entrepreneur, il facture en hors taxe. Voilà. Et le client final ne peut pas récupérer la TVA. Point, c'est tout. Donc si tu as des clients qui sont des particuliers, ben, ça pose aucun problème. Le particulier ne voudra jamais récupérer la TVA. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu travailles avec des pros, ben, ils vont vouloir récupérer la TVA. Donc après, à toi d'être maligne pour expliquer que tes prix, en fait, à TTC, ben, c'est 120 €, mais là, vu que c'est hors taxe, c'est 99. Ouais, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé, mais voilà. Dans tous les cas, pour le particulier s'en fout. C'est vraiment les sociétés qui veulent récupérer leur TVA. Voilà, j'espère que... Je crois pas que tu sois dans une thématique où il y a des pros. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, une autre question. Alors, c'est un commentaire posé en dessous d'une vidéo qui s'appelle « Mieux que le dropshipping ». Ça traitait aussi du flux tendu, donc on en revient encore là. Alors, je pense que c'est mieux de ne pas recevoir le colis, puisque l'inconvénient... Attends, c'est une question de Stéphane 91, pardon. Donc, je pense que c'est mieux de ne pas recevoir le colis, puisque l'inconvénient, vous aurez des casses, et vous allez gérer des produits mal fabriqués. Ok, alors je pense que Stéphane veut dire que le fait de faire transiter une fois le produit vers chez moi, et pour moi après le renvoyer chez un client,
il risque d'y avoir de la casse. Alors oui, il risque d'y avoir de la casse quand on vend des produits fragiles, mais pas tout le monde vend des produits fragiles. Moi, j'ai jamais trop été embêté avec de la casse. Oui, une fois, alors pour la petite histoire, un jour, notre livreur est arrivé, deux fois. Une fois, un livreur est arrivé tout bleu, quasiment il avait du bleu partout sur lui. Et en fait, il avait cassé des sortes de cartouches d'encre, je crois, si mes souvenirs sont bons. Du coup, il avait le camion, à l'intérieur du camion, il était bleu. Et nos colis étaient pourris, ils avaient été imbibés de l'encre. Donc il était venu s'excuser et nous avait dit que... Bon, enfin, on s'était arrangé. Et une autre fois, une bouteille de vin aussi, une caisse de bouteilles de vin qui avait explosé dans son camion. Ça avait imbibé notre colis, mais bon, ça va, on avait réussi quand même à récupérer le matos sans trop de casse. Donc oui, l'inconvénient, oui, qu'il y a des casses. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un choix de faire du flux tendu ou de faire du drop, quoi. Le fait de faire du flux tendu te permettra de vendre des produits, mais des vrais, quoi, des vrais produits de marque, pas des produits cheap, quoi. Voilà Stéphane, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, une autre question, commentaire de Romain. Sur la vidéo étude de marché, bonjour Serge, merci pour ton partage, c'est très intéressant car je construis mon site tranquillement. Je cherche encore des produits car j'en ai que 4 pour l'instant. C'est un peu léger pour ouvrir ma boutique, point d'interrogation. Ouais Romain, c'est un petit peu léger, après tout dépend de ta vision du truc. Si tu as 4 produits sur ta boutique en ligne, mais que c'est des produits hyper recherchés, admettons tu vends les 4 iPhones du moment, ben oui, tu vas en vendre. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo, si tu veux fidéliser une clientèle, si tu veux proposer quelque chose, il faut que tu aies un large choix de produits. Je vais prendre l'exemple. J'aime bien moi, vous savez, dans le e-commerce, on dit toujours qu'il y a commerce. Hervé Bourdon, si tu entends cette vidéo, ben voilà, je rends à César ce qui est à César. Dans le e-commerce, il y a le mot commerce. Donc oui, on peut se rapprocher du commerce pour comprendre ce qu'est un marché. Imaginez-vous, vous allez... alors moi j'ai un centre commercial à côté de chez moi, je vais dans le centre commercial et en général quand je vais là-bas, c'est où soit je vais m'acheter des fringues, ou soit je vais m'acheter, je sais pas, par exemple du matériel hi-fi, etc. etc. Et imaginez-vous dans la vraie vie, il y aurait des mini-magasins. Voilà, des mini-magasins que vous arrivez, ils font 15 mètres carrés et vous avez 4 produits. Voilà, vous avez 4 produits. Imaginez-vous le succès du truc. Est-ce que vous allez y aller souvent ou pas? Alors il y a des thématiques qui s'y prêtent très bien. Les petits magasins comme ça, les petites guitounes, moi j'en vois, c'est les magasins qui vendent, vous savez, le liquide là pour les cigarettes électroniques. Donc oui, si tu as 4 produits de cigarettes électroniques et qui te font vivre, ben, tant mieux. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mini magasin? Ouais, il y a Nespresso qui vend ses capsules, ok. Mais sinon, le reste du temps, les magasins, ils sont spécialisés dans un truc, quoi. Quand je vais dans un magasin de fringues, je vais pas dans un magasin de fringues où il y a que des boxers ou des slips. Alors oui, il y en a des magasins comme ça, mais bon, c'est plutôt pour les femmes, quoi, la lingerie. Mais enfin, je sais pas, quand vous allez dans un magasin de fringues, ils vendent des fringues, ils vendent de la chaussure, ils vendent du pantalon, ils vendent des t-shirts, ils vendent des chapeaux, des lunettes avec les accessoires qui vont avec. Quand vous allez dans un magasin de hi-fi, vous allez, je prends l'exemple de boulanger, d'arty ou etc. Alors il y a des enceintes, il y a des télés, il y a un peu de tout. Ben, dans le e-commerce, il faut que ça ressemble un petit peu à ça aussi. Voilà, enfin, moi je vois la vision du e-commerce, c'est comme ça que je la vois. Voilà. Les marchés de niche, à 4 produits, ben, faut vraiment trouver le produit qui tue, quoi. Mais bon, ça court pas les rues. Voilà Romain, donc oui, je pense que c'est un petit peu léger et que tu peux trouver encore des fournisseurs qui ont un large choix de produits avec lesquels tu pourrais travailler en flux tendu. Donc je t'invite à regarder les vidéos sur les flux tendus, je t'invite aussi à regarder les vidéos sur les fournisseurs. Et si vraiment ta thématique, tu te rends compte qu'elle est un peu trop légère, ben je te renvoie à la formation, la moulinette à idées, qui permet de consolider ton choix de thématique. Déjà, ça va te donner une idée à trouver des produits, et en plus de ça, ben, ça va te réconforter dans ce choix et te dire si cette thématique est rentable ou pas. Allez, on continue avec une question de Kevin Lapôtre.
Alors, je reviens vers vous suite à votre email. Je travaille en Belgique pour une entreprise, mais j'ai beaucoup de temps à consacrer à une autre activité. Ok, nous sommes accompagnement. Ok. Voilà un gars qui parle franchement et qui n'a pas l'air de vendre du rêve. Merci. C'est donc pour cela que je suis vous connecté. Excusez-moi. Bref, pour l'instant, je suis au point 0. Il faudrait déjà trouver une gamme de produits à vendre et puis démarcher les grossistes. J'en suis là, je me renseigne et je tourne en rond. Ben, en fait, Kevin, on en revient. Je vais te faire la même réponse que les réponses précédentes. Trouve-toi une thématique qui te colle bien et qui peut être rentable. À partir de là, démarche des fournisseurs. En fait, j'ai déjà répondu à toutes ces questions, Kevin. Je pense que tu y trouveras la réponse. Ensuite, Nathalie. Effectivement, je souhaite ouvrir un e-commerce, mais je ne sais pas par où commencer. Je regarde un peu partout pour m'informer. J'ai déjà mon enseigne. Je regarde actuellement les fournisseurs. Quelle formation me conseillez-vous? Alors en fait, Nathalie a déjà créé son statut a priori. Et elle regarde les fournisseurs. Ok. Et quelle formation me conseillez-vous? Ben Nathalie, pour l'instant, j'ai pas de formation à te conseiller, mis à part la moulinette à idées qui pourrait t'aider dans la recherche thématique, mais la moulinette à idées, il n'y aura pas de formation pour les fournisseurs. Et d'ailleurs, ben, c'est intéressant. En fait, là, dernièrement, on a pris la décision d'élargir notre choix de produits encore. Et on va certainement élargir dans une rubrique qui ressemble à notre thématique, mais qui part dans un autre univers. Et justement, je me demandais, est-ce que ça vaudrait le coup que je vous fasse une formation bien détaillée pour trouver des fournisseurs et négocier un petit peu les prix avec eux, ou enfin, je sais pas, j'ai pas d'idée précise dans le sujet, mais je me dis, est-ce qu'une formation comme ça vous plairait? Donc déjà, ben, à travers ta question, je vois que oui, mais là, je vous invite à vous là qui écoutez le podcast, si vraiment ça serait une formation qui pourrait vous aider, ben, dites-le comme ça. Moi, je commence à créer quelque chose de concret et un truc assez abouti qui vous aidera pleinement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type de formation, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et Nathalie, ben, écoute là, pour l'instant, j'ai pas de formation qui pourrait t'aider vraiment. Comme je te dis, voilà, peut-être prochainement, mais là actuellement pas. Alors attention, moi quand je te parle de formation, que j'ai pas créé de formation, je parle de formation payante. Sinon, il y a quand même la formation gratuite qui est présente dans l'espace membre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc tu t'inscris à l'espace membre, il y a une formation dans les grandes lignes qui t'explique comment trouver des fournisseurs. Voilà, tout simplement. Mais moi là, quand l'explication que je vous ai donnée précédemment, c'était vraiment pour faire une formation hyper précise. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, allez, on enchaîne. Alors, je sais que la vidéo est plus longue que prévu. Mais bon, je me dis que c'est un podcast et que vous pouvez écouter ça tranquillement sur le chemin de votre travail, etc. Donc, ben, je vais essayer de finir. Je vais pas faire... Oui, voilà, là, je vais me donner encore un quart d'heure et après j'arrêterai. Alors, bonjour Serge, j'ai mis en ligne ma boutique et je n'ai toujours pas fait une seule vente. Ah, j'ai mis ma boutique en ligne ce week-end et je n'ai toujours pas fait une seule vente. Pourrais-tu y jeter un coup d'œil? Alors, c'est Nabil. Alors Nabil, lancer une boutique à un week-end et espérer faire des ventes, je sais pas si tu as fait de la pub, si tu as fait je sais pas comment tu t'y es pris. Bon, ici faut retourner, faut être sensé là. Tu peux pas. En fait, il faut savoir que le monde n'attendait pas ta boutique impatiemment. Des boutiques comme la tienne, il y en a plein qui sont là depuis des années et qui galèrent aussi pour faire des ventes. Donc voilà, c'est pas parce que tu l'as mis ce week-end que tu allais faire des ventes. Voilà. Alors je suis peut-être un peu cru, Nabil, excuse-moi, mais enfin, je veux juste t'expliquer que ça se fait, que c'est pas aussi facile. Alors je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui vous disent qu'un claquement de doigts on peut faire des ventes, mais non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Alors tu m'as mis le lien de ton site, je suis allé voir. Je vais pas le divulguer devant tout le monde comme ça là, mais je suis allé le voir. Alors Nabil, ton site, premièrement, on en revient un petit peu aux produits là, produits du dropshipping. Voilà, quand on arrive sur ton site, on comprend que c'est du drop. Les produits ils font pas quali quoi, c'est pas très quali. Et puis en termes de visuel, ta boutique, il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Alors en plus de ça, j'imagine que si ton site n'a qu'un week-end, ben, tu n'as toujours pas de trafic. Donc c'est tout à fait normal que tu ne fasses pas de vente. Rassure-toi.
Ça va pas se faire comme ça et il faut passer par la petite traversée du désert. Hein. Tu sais, la traversée du désert, elle dure entre 3 et 6 mois. Après, tu auras peut-être la chance de pouvoir traverser ce désert, mais il y en a certains qui se perdent en route. Donc oui, ça va pas être simple. Il va falloir que tu galères un petit peu. Il y a pour moi personnellement, visuellement ta boutique, il faudrait que tu la retouches un petit peu, que tu mettes certains ingrédients. J'ai créé une formation qui s'appelle le pot-au-feu de la conversion, qui te donne un petit peu les standards français du e-commerce, ce qui marche, ce qui rassure les clients, ce que les clients ont l'habitude de voir. Voilà. Et clairement, sur ton site, on ne voit pas tous ces petits éléments qui réassurent et qui font que ta boutique soit adaptée au marché français. Voilà, moi c'est ce que je voulais t'en dire. Donc si tu veux aller, jette un coup d'œil sur la vidéo de présentation de la formation, peut-être que ça va te parler. Ensuite, en termes de trafic, il va falloir que tu fasses un petit peu de trafic. Alors si tu veux faire du trafic en AdWords, je crois que j'ai fait une formation, oui, dans l'espacement, mais il y a une formation qui explique un petit peu comment ça marche AdWords. Le SEO, il y a une autre formation. Bon, je veux pas faire la propagande là, de toutes mes formations, on va pas délirer. Mais oui, dans un premier temps, essaye de relifter un petit peu ton site et prends en compte qu'il faut que tu aies du trafic pour faire des ventes. Et à côté de ça, peut-être que tes produits il faut que tu adaptes un peu plus tes produits. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses, mais si tu veux réaliser des ventes, ouais, il va falloir que tu passes par là, quoi. Mais déjà c'est bien, tu as créé ta société, tu as créé ton site, tu as trouvé une thématique. Donc c'est très bien. Maintenant il faut que tu persistes, il faut que tu traverses ce putain de désert, excusez-moi l'expression. Et tu verras que si tu persistes, tu feras des ventes. Il n'y a pas de raison que tu fasses pas de ventes. Voilà, clairement. Si tu bosses, que tu te remets en question sur certains points et que tu avances, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas de ventes. Voilà Nabil. Alors, une autre question. Donc alors ça sera la dernière question parce que là on fait péter le score là en termes de timing. Alors bonsoir, oui, vu que je suis, alors une question d'Anaïs, bonsoir, vu que je suis en CDI, si je quitte mon travail, je n'ai pas le droit au chômage. C'est pour cela que je veux monter mon e-commerce pour cumuler les deux. C'est très très bien ça. Et dès que le e-commerce marche, je quitte mon travail. Mais est-ce que je peux devenir auto-entrepreneur tout en travaillant? Bien sûr Anaïs, tu peux tout à fait devenir auto-entrepreneur. Attention, il y a certains métiers où tu ne peux pas. Alors moi je vais te donner les métiers que je sais que c'est compliqué de monter son auto-entrepreneur. En fait c'est pas un métier, c'est surtout un statut je crois, ou je sais pas comment on dit. C'est si tu es fonctionnaire. En fait, si tu es fonctionnaire, tu n'as pas le droit de créer une auto-entreprise. Ouais. Alors peut-être ça a changé, renseigne-toi, mais voilà. Maintenant, si tu travailles dans le privé, tu as tout à fait le droit de le faire. Et si vraiment tu ne peux pas, tu réfléchis, et autour de toi, il y a bien une personne qui peut, ça s'appelle un prête-nom, mais il y a bien une personne qui peut monter la boîte à ta place. Alors, quand je dis prête-nom, là de suite, ça fait ouh là, le méchant fraudeur, qu'est-ce qu'il est en train de conseiller? Non, quand je dis prête-nom, tu peux utiliser le nom de tes parents ou utiliser le nom de ton compagnon ou de ton mari, ça peut faire le job, quoi, voilà. Mais si vraiment tu es bloqué, maintenant si tu n'es pas bloqué, vaut mieux que ça soit à ton nom. Voilà. Mais oui, normalement, si tu es dans le privé, il n'y a pas de raison que tu puisses pas ouvrir d'auto-entrepreneur. Moi, je l'ai fait à l'époque en micro. Je vais même te dire que je connais certains fonctionnaires qui sont en auto-entrepreneur, mais ils ne devraient pas le faire. Voilà. Après, voilà. Donc, voilà, Anaïs, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, sur ce, voilà, on a fait le tour. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai une formation en cours là. Si vous voulez créer, si vous voulez customiser votre PrestaShop, parce que vous savez que moi je tends vers là, je me rapproche de plus en plus sur PrestaShop, sur la plateforme de PrestaShop, et mes contenus vont quand même tourner autour du marketing, autour des ventes, etc. Mais peut-être que mes contenus seront plus ciblés autour de PrestaShop, c'est-à-dire je vais vous donner un conseil sur des ventes, sur du marketing, et je vais vous le montrer comment je mets en place sur la plateforme PrestaShop. Donc si jamais vous êtes intéressé pour customiser votre site PrestaShop, j'ai créé une formation qui vous permet de faire ça,
qui vous permet d'être le maître à bord de votre site e-commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez modifier votre site, vous allez pouvoir le faire. J'ai tendance à dire que quand on peut modifier son site assez fréquemment, c'est un plus parce que le site vit. Le site vit en fonction de vos besoins, en fonction des besoins de vos internautes aussi. Et si vous êtes capable de pouvoir le modifier vous, c'est un plus. C'est un petit peu pareil. Moi j'aime bien avoir mon stock pour voir mes produits, voir un petit peu ce qui tourne. Avec mon site e-commerce, j'aime bien avoir la main dessus, quoi. S'il y a des petites modifs à apporter, j'aime bien le faire. Et si vous êtes dans ce cas, voilà, j'ai créé une formation exprès pour que vous puissiez vous-même modifier la chose de manière simple. C'est pas une formation pour devenir web designer, c'est pas une formation pour créer des sites comme une agence ou quoi. C'est vraiment une manière simple de le faire. Et voilà, la formation est en cours de lancement, donc il y a une promotion jusqu'au 30 juin. Et si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez le faire. J'ai aussi créé une autre formation qui vous permet d'installer PrestaShop si vous avez besoin. Donc voilà, tout ça pour ça, en espérant que bien sûr ce contenu, cette formation réponde à vos besoins. D'ailleurs, si vous avez une idée de formation, vous pouvez le laisser en bas en commentaire. Je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre on va dire à 95% parce qu'il y a des commentaires sur lesquels je ne peux pas répondre parce que ça commence à se tasser. Mais bon voilà, j'essaye déjà de répondre à vos commentaires et si j'y arrive pas, je vous fais une FAQ comme ça a été le cas aujourd'hui et j'y ai pris un plaisir fou, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, sur ce, je vais comme d'habitude vous souhaiter de bonnes ventes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.